Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 septembre 2025 et nos amis Larry C. Johnson et le colonel Larry Wilkerson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau. Heureux d'être avec toi, Mac. Commençons avec vous, colonel. Et voici ce qu'a dit Donald Trump. Nous nous posions cette question tout au long du conflit. Et depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, depuis qu'il a été élu aux États-Unis, car la seule personne, le seul pays capable de mettre fin au conflit à Gaza, en Palestine, ce sont les États-Unis. Et voici ce qu'on lui a demandé au Royaume-Uni. L'un des journalistes lui a demandé pourquoi il ne faisait rien. Voici ce qu'il lui a demandé. Le monde a le pouvoir de persuader le Premier ministre Netanyahou d'arrêter la destruction de la ville de Gaza, de mettre fin à la famine des Palestiniens et de cesser de tuer des civils. Si ce n'est pas maintenant, quand exercerez-vous ce pouvoir pour leur dire d'arrêter? Et ensuite, pour vous deux. Mais vous comprenez ce qui s'est passé le 7 octobre. Tu comprends? Croyez-moi, je comprends. L'un des pires jours de l'histoire de l'humanité, ce qui s'est passé. J'ai vu les vidéos. Des bébés de 4 mois, littéralement découpés en morceaux. Vous avez vu les vidéos et moi aussi. Vous êtes un professionnel, moi aussi. Et les gens oublient le 7 octobre. Je ne peux pas l'oublier. Je veux que cela se termine, mais je veux que les otages soient libérés. Je ne veux pas que les otages soient utilisés comme boucliers humains, ce que le Hamas menace de faire. Mais dès qu'ils seront de retour, c'est à ce moment-là que vous direz à Netanyahou d'arrêter. Eh bien, cela aiderait certainement, mais je dois récupérer les otages. Et je ne veux pas qu'ils reviennent au compte-gouttes, comme je l'ai déjà dit. Je les veux tous de retour. Oui, colonel, montez à bord du train du mensonge. Je veux dire, soyons honnêtes, je ne pense plus que les États-Unis soient la seule puissance capable d'arrêter Netanyahou. C'est la puissance la plus redoutable et la plus opérationnelle à cet égard. Mais il y a des signes que les États arabes et l'Iran opèrent une sorte de rapprochement. Le Qatar l'avait déjà fait. Il y a des signes qu'il pourrait y avoir une autre façon d'arrêter Bibi Netanyahou. Et je ne suis pas du genre à dire que les Arabes inefficaces en feront partie. Mais ça pourrait arriver. On pourrait voir de l'argent aller de Doha, par exemple, vers Ankara. On pourrait voir une participation turque à cause de cela. Nous pourrions voir une certaine participation pakistanaise à cause de cela. Nous pourrions assister à de nombreux développements en ce moment, que moi, en tant que professionnel militaire et planificateur au sein de l'US-PACOM, quand c'était encore l'US-PACOM dans les années PACOM, dans les années 80, j'évoquais de temps en temps, en particulier pendant cette guerre brutale entre l'Iran et l'Irak, où nous soutenions les deux camps jusqu'à ce qu'il semble que l'Iran allait marcher sur Bagdad. À ce moment-là, nous avons pleinement soutenu Bagdad pour arrêter cela. Je suis cette situation depuis longtemps, et j'ai toujours pensé que les États arabes étaient fondamentalement inefficaces. Ils s'intéressaient à l'argent et au pouvoir, et c'est tout. Et pour tout ce qui remettait cela en cause, ils faisaient appel à quelqu'un d'autre pour les aider. Je pense qu'ils essaient peut-être de montrer un autre visage ici, et je crois que le rapprochement entre l'Iran et le reste du monde arabe, comme cela s'est déjà produit avec le Qatar, pourrait changer la dynamique. Mais je suis d'accord pour dire que le seul pays qui pourrait tout arrêter en un instant, c'est le nôtre. Et Donald Trump a montré, tant en ce qui concerne l'Ukraine que Gaza, qu'il n'a absolument aucun intérêt à prendre des décisions. Larry, allez-y. Quel est votre avis? Qu'est-ce qui était important dans ce qu'a dit Donald Trump? L'un des points évoqués était le 7 octobre, ce qui s'est passé ce jour-là en particulier. Allez-y, donnez-nous votre point de vue à ce sujet.
Je veux dire, cet homme est délirant. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Présenter la perte de 1159 personnes, je crois que c'était le chiffre officiel final de l'attaque du 7 octobre, comme autre chose, c'est tout simplement faux. Et ce chiffre total ne tient même pas compte du nombre de personnes tuées ce jour-là par l'armée israélienne lors de sa contre-attaque. Vous savez, le nombre de personnes tuées en fuyant la rave dans le désert pourrait atteindre 400 ou 500. Ensuite, il propage le mensonge total, absolu, selon lequel le Hamas aurait découpé des bébés, tué des bébés. Quels sont leurs noms? Vous savez, chaque grand-parent a des photos de ses petits-enfants. Ils connaissent leurs noms. Nous n'avons pas vu un seul grand-parent se manifester après cette attaque pour dire « Oh mon Dieu, mon petit-enfant a été tué par ces monstres ». Cela n'est pas arrivé. Et oui, la perte de près de 1200 personnes est horrible. Mais la pire chose de l'humanité, je veux dire bon sang. N'a-t-il donc, je comprends l'hyperbole, mais je reste sans mots pour décrire ou réagir à une déclaration aussi incroyablement stupide. Et je trouve cela offensant. Mais, vous savez, on peut en partie l'attribuer à... Je pense encore une fois qu'il a quelques difficultés mentales. Il a parlé de cet accord de paix qu'il aurait soi-disant négocié entre l'Azerbaïdjan et l'Albanie. Vous vous dites, l'Albanie, c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. J'aimerais bien voir s'il pourrait trouver l'Albanie sur une carte, parce qu'il s'agissait de l'Arménie, pas de l'Albanie. Grosse différence. Trump est totalement sous le contrôle du lobby sioniste. Et je ne pense pas que ce soit exclusivement juif. Il faut comprendre qu'il y a aussi ces chrétiens sionistes, comme on le voit avec des gens comme Mike Huckabee. Et, vous savez, il y a un vent de changement qui commence à souffler aux États-Unis concernant Israël. Et sans vouloir nous éloigner du sujet, tout l'épisode Charlie Kirk, ce que dit Candace Owens, ce que dit Tucker Carlson, ce que dit Max Blumenthal, il est très clair que ce récit des Israéliens vertueux luttant contre le méchant Goliath, eh bien, il touche à sa fin. Ainsi, la fin de ce qui se passe à Gaza, comme le note justement le colonel Wilkerson, les États-Unis pourraient y mettre un terme immédiatement, mais ils ne le feront pas. Cependant, la Russie, l'Inde, la Chine, les pays des BRICS, ainsi que le groupe arabo-islamique pourraient également y mettre un terme. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est imposer un embargo à Israël, économique, politique, diplomatique, les couper, rompre toute relation avec eux, fermer leurs ambassades, les expulser du pays, couper tout flux. Ils peuvent le faire, ils en ont le pouvoir, mais ils ne le feront pas parce que des gens comme Erdogan tirent profit de cette situation. Donc, une fois de plus, on retrouve toute cette ignominie du suivez l'argent, le dollar, l'or qui fait la loi. Permettez-moi d'ajouter une chose à cela, Nima. Je ne sais pas ce que Larry en pense. Je soupçonne qu'il a probablement des idées similaires aux miennes. Mais je suis de près certaines analyses assez minutieuses du 7 octobre. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les Israéliens n'ont pas mené d'enquête franche à ce sujet. À chaque fois que la question a été soulevée, elle a été étouffée, qu'elle ait été orchestrée par Israël. Toute cette affaire sent mauvais, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout depuis la négligence à la frontière, une frontière qu'une personne ayant patrouillé là-bas m'a décrite comme étant, vous savez, impénétrable, même pour une fourmi. Et tout à coup, ça s'est produit. Et tout à coup, cela s'est produit de la manière dont cela s'est produit, comme Larry l'a mentionné. Probablement la moitié des victimes ce jour-là ont été causées par des tirs erratiques ou intentionnels des forces qui sont intervenues, quelles qu'elles aient été. Voilà un autre aspect problématique de cette affaire. Et cette histoire avec Charlie Kirk,
sacré nom d'un chien. J'ai regardé Netanyahou ce matin. Il essaie encore de convaincre les gens, avec ardeur, avec force, en mentant effrontément, qu'il n'a rien à voir avec l'assassinat de Charlie Kirk. Franchement, c'est à se demander s'il ne proteste pas un peu trop. Amen. Amen. Donc ils sont en pleine bataille en ce moment. Israël est très proche de la fin. Et j'ai vu ce matin que la majorité qu'il avait à la Knesset a disparu. L'opposition a désormais la majorité, sans même le vote arabe. Ils ont la majorité. Ce n'est pas que l'opposition, en mettant quelqu'un d'autre au pouvoir, changerait quoi que ce soit concernant la guerre à Gaza, mais malgré tout, se débarrasser de cet homme malfaisant serait un pas positif. Larry, ce qui m'a frappé dans ce qu'a dit Donald Trump, c'est qu'il reconnaît avoir le pouvoir de mettre fin au conflit. Mais il dit, s'il libère les otages, et le journaliste le relance. Si les otages sont libérés, est-ce qu'à ce moment précis, vous interviendriez pour mettre fin au conflit? Il répond, non. Cela faciliterait le processus de résolution. Il semble vouloir dire que si les otages sont libérés, ils vont alors entrer et tout détruire, littéralement tout, puisqu'il n'y aurait plus d'otages israéliens à Gaza. Oui, ils essaient. Mais vous savez, encore une fois, cette armée hautement entraînée, censée être la meilleure du Moyen-Orient, rencontre déjà des difficultés dans son invasion de la ville de Gaza. Cela fait maintenant 4 jours que cela a commencé. J'ai vu un rapport faisant état de 4 morts et 8 blessés lors d'une embuscade menée par les combattants d'Al-Qassam. Donc Israël a démontré qu'il est incapable de contenir militairement la situation. Et notons au passage que les attaques du 7 octobre, la plupart étaient un raid militaire du Hamas contre des positions militaires en Israël. Il ne s'agissait pas de s'en prendre à des civils qui vaquaient simplement à leurs occupations. Mais encore une fois, le récit que les sionistes ont créé, et je suis d'accord avec Larry, c'est qu'Israël, les sionistes, ont permis que cela se produise, voire ont aidé à l'orchestrer, afin de créer une justification pour détruire les Palestiniens à Gaza et prendre le contrôle total de la terre. En Occident, nous ne prêtons pas beaucoup d'attention à l'extrémisme religieux qui sous-tend tout cela. Nous avons vu, il y a quelques jours à peine, que ces personnes qui croient qu'elles vont construire le 3e temple et que le Messie viendra alors sauver Israël, ont sacrifié une génisse rousse. Et c'était en quelque sorte une démonstration. Ils ont montré qu'ils pouvaient le faire parce que la génisse rousse avait 2 poils noirs. Donc elle n'était pas pure. Vous voyez, réfléchissez à cela. Ils ont brûlé un animal vivant parce qu'ils veulent que leur Messie revienne. Je veux dire, c'est vraiment des absurdités théologiques. Mais pourtant, ces gens y croient. Et à cause de leur croyance, ils tuent des hommes, des femmes et des enfants, les affament jusqu'à la mort et pensent que c'est acceptable parce que ce Dieu maléfique auquel ils croient pense que c'est acceptable. Eh bien, c'est obscène, tout simplement. Quant à Trump, il a adhéré à tout cela. Il ne remet rien en question, ne s'oppose pas. Il suit simplement le mouvement. Et je pense que la seule chose qui pourra vraiment changer la situation, ce sera soit une défaite militaire d'Israël par l'Iran, un effondrement économique en Israël, ou enfin une intervention extérieure des autres nations du monde, si elles arrivent à retrouver leur conscience. Va Mishmshori coupé? Oui, colonel, vous avez évoqué la situation au Moyen-Orient. Pensez-vous que le rapprochement suggéré par le dernier sommet entre les États arabes, tous des pays islamiques, y compris l'Iran et la Turquie, pourrait être significatif? Et pensez-vous que les dirigeants de ces pays arabes, à la suite de l'attaque, aient pu discrètement changer d'avis, sans en discuter ouvertement? Quietly without talking about it? I think they talked about it.
Je pense qu'ils en ont parlé. Ils ne sont pas obligés de diffuser leurs discours ou leurs conversations. Et je pense que la relation entre Doha et Téhéran était déjà assez chaleureuse. Vous vous souvenez peut-être que lorsque les autres pays arabes ont en quelque sorte ostracisé le Qatar, cette relation s'est considérablement renforcée. La Turquie a même déployé quelques troupes au Qatar pour montrer sa force face aux autres États arabes qui mettaient beaucoup de pression sur le Qatar. Donc je pense qu'ils ont eu des discussions sérieuses maintenant, après avoir vu ce que nous étions prêts à laisser se produire. Je veux dire, soyons honnêtes, Nima, le plus grand aérodrome de la planète se trouve là-bas, et il nous appartient grâce à notre relation avec le Qatar. Alors que doivent-ils penser? Ils nous ont bombardés. Les Israéliens nous ont bombardés. Ils nous ont ouvertement bombardés pendant les négociations, des négociations qui étaient censées aboutir à un cessez-le-feu. Et ils nous ont bombardés parce que Bibi Netanyahou ne veut pas de cessez-le-feu. Et il n'a trouvé aucun autre moyen de l'empêcher. Et les États-Unis n'ont rien fait. Et ils savent que les États-Unis étaient au courant de tout ce qui se passait. On ne peut pas être là-bas, dans la position où nous sommes, avec la technologie dont nous disposons, et ne pas savoir qu'une attaque est en cours. J'ai même entendu dire que nous avions fait décoller des avions Ash and Trash pour former une patrouille aérienne de combat informel. Pas des chasseurs, mais juste des avions de transport ou de soutien, pour s'assurer que lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont tiré. Je comprends maintenant qu'ils ont tiré à longue distance, mais pas à une si grande distance. Nous serions au courant de tout cela. Donc oui, ils doutent de notre capacité, de notre loyauté, si vous préférez. Il leur a fallu un certain temps pour en arriver là, mais nous avons fait suffisamment de choses au cours de l'année écoulée pour que ce doute soit vraiment marqué de leur part. Donc à leur place, je ferai des plans. Je sais que le Qatar a déjà promis à Erdogan assez d'argent pour l'aider au moins à commencer à sortir de la situation économique dans laquelle il se trouve. Je sais que le Pakistan a déjà proposé à l'Arabie saoudite un accès à l'arme nucléaire. En fait, je crois que Mohammed Ben Salman a versé 20 milliards de dollars à Islamabad il y a quelques années. Et ces 20 milliards de dollars n'étaient pas seulement une aide économique après les inondations et autres. C'était aussi un accord tacite. Si l'Iran obtient une arme nucléaire, nous en avons une vingtaine de votre part immédiatement. Elles seront livrées sous 24 heures. Maintenant, la situation a beaucoup changé. Ils se montrent désormais plus chaleureux envers l'Iran. L'Iran pourrait aussi être en train de construire une arme nucléaire. Qui sait? Nous, certainement pas. Nous avons raté le test en Corée du Nord, nous raterions le test en Iran. Toute la situation, Nima, se prépare à une confrontation désastreuse. Et Bibi, compte tenu de son dilemme politique actuel, il ne peut pas gagner une élection maintenant. Il ne peut pas gagner une élection. Compte tenu de son dilemme politique, compte tenu de sa situation personnelle concernant la possibilité d'aller en prison, avec tout cela, il va faire la guerre à l'Iran. Colonel, laissez-moi vous demander, vous souvenez-vous quand nous avons posé le pied pour la première fois sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar? Est-ce que cela s'est produit pendant le mandat de Powell en tant que secrétaire d'État, ou vous vous souvenez? Vous savez, si je me souviens bien, c'est ce qui s'est passé. Cela a eu lieu soit juste avant, soit juste après ce moment-là. D'accord. Et le Central Command a déplacé son quartier général, avancé là-bas, entre autres choses. La 5e flotte est arrivée à Bahreïn, pavillon haut. Nous avons déployé d'énormes forces sur le terrain, en contradiction avec tout ce que nous avions fait auparavant. Je crois, si je me souviens bien, que cela s'est produit sur une certaine période. Cela n'a cessé de croître, encore et encore. Je ne me souviens même plus exactement de la première année où le message est venu du Central Command.
Il se peut que ce soit pendant le mandat de Powell qu'ils ont voulu déplacer la plupart de leurs ressources de Tampa vers le quartier général avancé. Mais nous y sommes essentiellement maintenant. Eh bien, j'étais sur place en 2006, de passage. C'était donc en quelque sorte le point de départ pour les forces allant en Irak. Et il y a une autre chose, il y a le Combined Air Operations Center, la base là-bas à Al-Udeid, le CAOC, qui surveille tout le trafic aérien depuis la Méditerranée jusqu'à la Turquie et jusqu'à l'Iran. Un ami à moi qui était affecté m'a dit que ce n'est pas seulement un aspect du Central Command américain, c'est international. Il y a au moins plusieurs pays européens, et je crois qu'un ou deux pays, la Jordanie par exemple, qui sont réellement dans ce centre d'opération et surveillent les vols. En 2016-2017, il y avait des appels téléphoniques quotidiens entre le général américain et le général soviétique, ou plutôt russe, pour éviter les conflits entre les opérations aériennes de la Russie et des États-Unis. Donc, juste pour souligner ce que disait le colonel Wilkerson, il n'y a absolument aucun moyen que cette attaque d'Israël ait eu lieu sans la pleine connaissance, voire la pleine coopération et participation des États-Unis. Et celui ou celle qui a convaincu Donald Trump de le faire devrait être renvoyé, car ils ont maintenant allumé une torche, ou vous savez, déclenché une mèche qui brûle rapidement dans toute cette région. Je veux dire, rien que la semaine dernière, le Pakistan et l'Arabie saoudite ont signé un pacte de défense mutuelle, un pacte officiel. L'Égypte a rencontré Raïssi d'Iran et ils sont tombés d'accord. Nous allons rétablir les relations diplomatiques. Je crois qu'elles étaient rompues depuis 34 ans. Donc, vous avez des pays qui, normalement, ne coopéreraient pas entre eux, qui s'unissent parce qu'ils reconnaissent, ils faisaient confiance aux États-Unis, que bon, oui, nous travaillons avec les États-Unis, mettons-nous d'accord pour faire tout ce qu'ils nous demandent et ils nous laisseront tranquilles. Maintenant, ils savent que c'est un mensonge. Et, vous savez, le Qatar, je pense qu'ils commencent à douter de la somme d'argent qu'ils vont verser à Donald Trump. Ils attendent plus que de simples garanties. Mais vous savez, Trump en rajoute en s'attaquant à l'Iran, même si l'Iran a signé l'accord du Caire avec l'Égypte le 9 septembre. C'est bien ça? Et maintenant, je comprends pourquoi l'Iran a agi ainsi. Je me suis déjà demandé par le passé, pourquoi aurait-il accepté de coopérer avec l'AIEA après que l'AIEA les ait espionnés? Mais maintenant, je comprends qu'ils cherchent à montrer qu'ils sont prêts à respecter les règles internationales occidentales. Et je pense qu'ils ont peut-être même compris qu'en agissant ainsi, l'Occident finirait quand même par les trahir. Mais ils essayent de respecter les règles diplomatiques. Et l'Occident a déjà indiqué, comme Macron l'a dit, même avec l'accord du Caire, nous allons poursuivre avec le rétablissement automatique des sanctions. Donc, peu importe ce que fait l'Iran. L'Occident va essayer de détruire l'Iran. Et je pense que l'Iran en a pris conscience. La différence aujourd'hui, cependant, c'est que la Chine et la Russie disent « nous te soutenons ». De plus, l'AIEA, je crois hier, devait se réunir pour essayer de parvenir à un accord interdisant les attaques contre les installations nucléaires. Ce sont la Chine et la Russie qui ont proposé cela. Le seul pays qui menace les autres, en disant « si vous signez, vous aurez des problèmes », c'est les États-Unis. Les États-Unis veulent être libres d'attaquer des installations nucléaires. Je veux dire, les États-Unis, en termes de présence en politique étrangère dans le monde, sont devenus comme un cancer. Je ne pourrais pas mieux le dire. Je ne pourrais pas mieux le dire. Nima, une chose. Deuxièmement, nous sommes en contact permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'état-major de la défense israélienne. Et eux avec nous.
Où? Aussi, comment allez-vous? Ils sont là, tout comme nous sommes là. Donc nous savons tout ce qu'ils font, ils savent tout ce que nous faisons, sauf quand il s'agit de cacher quelque chose. Et là, nous le faisons tous les deux. Mais c'est pas souvent que nous le faisons. Et nous ne cachons pas grand-chose non plus aux Britanniques. Colonel, dans quelle mesure ces pays, les États arabes, sont-ils capables de se défendre eux-mêmes? Dans quelle mesure sont-ils capables d'utiliser ces armes qu'ils ont achetées aux États-Unis, ces systèmes de défense aérienne, sans les États-Unis, sans le soutien des équipes techniques présentes dans leur pays? En 96, nous avons commencé, Larry. J'aurais dû savoir que c'était l'affaire de Bill Clinton. D'accord. Nima, ils dépendent principalement des États-Unis. Ils comptent sur nous, et ils comptent sur nous non seulement pour leur vendre des milliards et des milliards, des centaines de milliards de dollars au fil des ans, d'équipements militaires, mais aussi pour les soutenir en cas de besoin. Regardez ce que nous faisions, par exemple, avec les Saoudiens et la guerre au Yémen pendant des années. Nous leur avons fourni du renseignement. Nous leur avons donné les meilleurs renseignements pour les F-15 à longue portée. Nous leur avons donné les JDAM qu'ils utilisaient sur ces F-15. Nous leur avons donné toutes sortes de choses. C'est cela qui s'effondre dans leur esprit aujourd'hui. Et je ne leur en veux pas. Les États-Unis sont-ils fiables? Ou bien va-t-elle, dans un revirement brutal, et ce revirement s'appelle Israël, nous abandonner complètement, au point d'attaquer un allié non membre de l'OTAN à Doha, et que les États-Unis ne réagissent pas? Cela a vraiment semé le doute dans leurs esprits, je pense. Et ils vont chercher à prendre une sorte de mesure corrective, si l'on veut, une contre-mesure peut-être. C'est de cela que parlait Larry. C'est de cela que je parle aussi. Il sera intéressant de voir comment ça va évoluer. Il y a désormais plus d'acteurs. Et je viens de regarder à nouveau à Haaretz. Les gros titres en sont remplis. Non seulement il a perdu sa majorité à la Knesset, non seulement il est fortement mis sous pression sur le champ de bataille, mais en plus, le chef de l'état-major de Tsahal lui dit que c'est stupide. C'est idiot. Nous ne devrions pas faire ça. Comme Larry le laissait l'entendre, ils ont maintenant confié une grande partie à leur armée de l'air parce qu'ils subissent de lourdes pertes. Ils se font massacrer là-bas. Donc il est juste encerclé en ce moment. Et c'est une autre raison pour laquelle je pense qu'il ira en guerre contre l'Iran, parce que cet homme ne sait que redoubler, tripler d'efforts dans l'échec. Quand il échoue, il en fait encore plus. Il échoue à nouveau, il en fait encore plus, et ainsi de suite. L'un des exemples les plus historiques de stupidité militaire, de folie, appelez ça comme vous voulez, dans l'histoire, c'est de renforcer un échec stratégique. Bibi est devenu l'exemple même du génie pour renforcer l'échec stratégique. Oui, et soulignons-le. Revenons au sommet, le sommet arabo-islamique à Doha. L'image que cela a donnée était incroyable. On y voit Al-Shara, anciennement connu sous le nom d'Al-Jolani, des terroristes de l'OI. Il rencontre des représentants de l'Iran, alors qu'il y a 2 ans, les forces de Jolani attaquaient et tuaient des Iraniens, et vice-versa. Donc ils étaient là. Le roi Abdallah de Jordanie est apparu en bonne place au centre de la photo. Et une partie de cette déclaration a réaffirmé qu'il détient la tutelle, au nom de l'islam, pour la gestion des lieux saints de Jérusalem, en particulier la mosquée Al-Aqsa. Les photos de Pazeshkian, assis là, avec Mohammed Ben Salman, puis Pazeshkian avec Al-Sisi. Donc la politique américaine, au cours des 40 dernières années, a essentiellement reposé sur le fait de convaincre tous ces autres pays, les Saoudiens, les Égyptiens, que l'Iran était la force terroriste, qu'il fallait s'unir pour contenir l'Iran. Et ils ont tous plus ou moins joué le jeu, y compris la Turquie. Maintenant, Erdogan était là. Et donc, on assiste à cette unité. Il ne s'agit pas seulement des différences entre chiites et sunnites,
Mais il y avait aussi les éléments turcs, la Turquie, l'Azerbaïdjan, les Azéris, qui, vous savez, parlent une langue d'origine turque. Il y avait les Arabes, les Perses et les Asiatiques, n'est-ce pas? Donc c'est à la fois multiethnique et multireligieux en ce qui concerne leurs différentes visions théologiques. Mais ils ont réussi à produire un document assez solide, condamnant particulièrement les Israéliens et exposant certains plans d'action, y compris l'expulsion d'Israël des Nations Unies. Ils ont évoqué une force militaire arabo-islamique. Vous savez, les Turcs, les Iraniens et les Égyptiens possèdent les plus grandes armées de tout ce groupe. Les réunir serait comme faire cohabiter des chats et des chiens. Mais bon, on verra. Nous les avons réunis dans une coalition de 625 000 hommes pour la première guerre du Golfe. Mais c'était parfois un peu difficile. Oui. Et Nima, tu sais, Bibi est actuellement impliqué dans un effort qui comprend des actions aussi disparates que la visite de 250 législateurs américains en Israël pour la cérémonie de bleuissage, c'est comme ça que je l'appelle. On bleuit un fusil, il essaye de bleuir ses législateurs. Et il vient d'envoyer une équipe diplomatique et militaire à Pékin. Si tu as vu les vidéos des Chinois, confrontant en particulier cet individu en uniforme, vous tuez des gens, vous tuez des gens. Vous avez tué des milliers de personnes, vous avez tué des millions de personnes, vous avez tué des gens. Voilà ce que les Chinois disent à la délégation israélienne à Pékin. Le monde est désormais bien conscient de ce qu'est Bibi Netanyahou, la réincarnation d'Adolf Hitler, si l'on veut, et ils vont commencer à agir en conséquence. Maintenant, beaucoup de choses seront rhétoriques, mais je pense qu'il y aura aussi des actions concrètes. Larry, le Wall Street Journal, la BBC, je crois, et d'autres médias ont rapporté que Donald Trump, après l'attaque de Doha, a dit « Ils sont en train de m'avoir ». Il parlait des Israéliens. Comment vois-tu cela? Penses-tu qu'il y ait une part de vérité dans ces informations? Non, non. Écoutez, on a dit à Trump, j'en suis sûr, qu'il a effectivement donné son feu vert pour cela, parce qu'on lui avait promis que, vous savez, la CIA est venue, le Pentagone est venu avec le Mossad, et ils ont dit, oh, regardez, voici le plan, nous allons éliminer ces types. Une fois qu'ils seront hors jeu, les négociations seront faciles. Vous pourrez conclure l'accord, et les gens vous célébreront pour avoir libéré les otages, et vous aurez résolu une autre guerre. Et Trump n'est pas très malin. Je veux dire, il y a cru. Oui, et il a accepté, tout comme il l'a fait au début de la guerre de 12 jours le 13 juin. Il a aussi adhéré à cela. Oh oui, on va les éliminer. L'Iran va s'effondrer. Donc un peu comme Charlie Brown qui essaie de tirer dans le ballon avec Lucy. Voilà encore une fois Donald Trump qui suit une promesse d'Israël. Et quand ça n'a pas marché, quand ça a échoué, tout à coup Trump a dit « Je n'étais au courant de rien ». Vous savez, on a vu la même chose le 13 juin, vous vous souvenez? Oui, parce qu'au début il affirmait « Oh oui, je savais tout à ce sujet ». Et puis quand ça ne s'est pas passé comme prévu, je n'étais pas informé. C'est une totale surprise. Donc c'est exactement la même chose ici. Et vous savez, il est complètement dans la poche, sous la coupe de Bibi Netanyahou. Et Trump, franchement, n'a ni l'échine, ni le courage de dire à Netanyahou de la fermer et de se mêler de ses affaires, qu'il ne va pas diriger l'Amérique, qu'il ne va pas acheter l'Amérique, et qu'il ne va pas menacer l'Amérique. Et c'est là, encore une fois, qu'on revient à ce phénomène Charlie Kirk. Parce que je n'avais pas réalisé, jusqu'à ce que le colonel Wilkerson le mentionne, que pour la 3e journée consécutive, Bibi Netanyahou répète « Oh non, nous n'avons rien à voir avec ça ».
Parce que les preuves qui s'accumulent, que ce soit ou non Israël qui soit impliqué dans l'assassinat de Charlie Kirk, ce qui est clair, c'est qu'il menaçait Charlie Kirk. Il le menaçait. Tu ne peux pas laisser Tucker Carlson parler. Tu ne peux pas laisser Megyn Kelly parler. Tu ne peux pas laisser Dave Smith parler à tes événements. Tu dois seulement avoir des intervenants pro-Israël. Et Kirk disait non. Et des amis à lui ont dit à Max Blumenthal et à d'autres que Kirk méprisait Netanyahou. Et tant mieux pour Charlie Kirk. Il le considérait comme un tyran. Et pourtant, vous savez, en même temps, les sionistes sont là à répandre cette désinformation. Charlie Kirk était raciste. Il a dit toutes ces choses racistes. Sa partenaire pour fonder Turning Point USA était Candace Owens. C'est une femme noire. Oui, c'est vraiment raciste, là où Charlie la considère comme son égale. En fait, il la voyait comme sa grande sœur. Et vous aviez, encore une fois, ces agents sionistes qui mentaient sur Candace hier, affirmant « Oh, Charlie l'a rejetée comme amie et elle n'a pas pris la parole lors de ces événements Turning Point USA depuis des années. » Elle était en tournée avec Charlie l'année dernière sur des campus universitaires. Donc encore une fois, le sionisme est un cancer pour le monde, malheureusement. Et c'est l'une des forces les plus destructrices qui existent, créant le chaos, la mort et la destruction. Et les États-Unis en sont complices. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et je tiens à préciser que si c'était possible et s'il était là, notre ambassadeur en Israël, Mike Huckabee, était probablement en train de bénir cette génisse rousse. Oui, oui. Et colonel, ils essaient de tout faire pour remodeler le mouvement que Charlie Kirk a lancé aux États-Unis. Absolument. Regarde Ben Shapps ici. Écoutez ce dont est colonel. Daily Wire, nous vous faisons confiance chez TPUSA pour le faire. Je veux dire, c'est vraiment la réponse. Nous sommes prêts à fournir et nous fournissons tout niveau de soutien matériel, tout niveau de soutien sur le terrain, des personnes sur place, pour vous aider à faire ce que Charlie aurait voulu voir accompli ici. Et je pense que la raison pour laquelle tout le monde faisait confiance à Charlie, la raison pour laquelle nous pleurons tous Charlie, c'est que personne ne faisait mieux que lui. Vous avez énoncé deux des objectifs de Charlie. Il disait vouloir ramener les gens vers le Christ et vers l'Église et vers les valeurs bibliques, et il voulait maintenir la coalition MAGA unie et l'élargir, et l'élargir. Et la question est comment y parvenir. Et la réponse, c'est que vous vous concentrez sur le premier objectif et le second en découle. La réponse, comme le dit Matt, c'est qu'il faut s'unir autour de quelque chose. Et oui, nous pouvons nous unir à court terme autour du fait qu'il y a un tas de gens qui nous détestent et veulent nous tuer, ce qui bien sûr est vrai. Mais l'unité à long terme, un vrai changement de mouvement, ce que Charlie essayait vraiment de provoquer, et la raison pour laquelle il est allé parler à des personnes qui n'étaient pas d'accord, c'est de construire autour de ces valeurs fondamentales. Donc, la vision à long terme, oui, nous aurons nos petites querelles, et oui, certaines de ces querelles seront plus que des broutilles, mais la vision à long terme doit être construite autour de ces valeurs conservatrices bibliques originelles que Charlie défendait. Des choses comme la Bible, des choses comme les marchés libres, des choses comme la famille. Toutes ces choses étaient défendues par Charlie. Il faut construire la coalition autour des valeurs, car on ne peut pas la construire autour de l'homme, mais on peut la construire autour des valeurs qu'il a laissées derrière lui et pour lesquelles il a consacré toute sa vie à se battre. Va Mitchum coupé? Ce qu'il défend, la chose biblique, c'est exactement ce dont parlait Ted Cruz. Exactement. Exactement. Je n'ai aucun problème avec le christianisme. Je n'ai aucun problème avec la Torah ou le Talmud. Je n'ai aucun problème avec le Coran.
Je n'ai aucun problème avec aucune religion qui comporte un certain aspect de décence. Et par là, j'entends ce que le Christ a prêché dans le Sermon sur la montagne, par exemple. C'est ça pour moi l'idée d'une religion qui fonctionne, bénéfique pour l'humanité, une religion bénéfique pour le monde. Ce n'est pas du tout ce que ces gens-là recherchent. De Huckabee à son homologue en Israël, ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils parlent de la fin des temps, ils parlent d'Armageddon, ils parlent de tout finir dans un enlèvement où ils seraient tous emmenés auprès du Christ. Et d'ailleurs, le Christ tue tous les incroyants avec une épée flamboyante. Ou, comme l'a dit le général Boykin, il ne les tuera pas avec une épée flamboyante, il les tuera avec un AR-15. Boykin, un général de l'armée à 3 étoiles, a réellement fait cette déclaration. Voilà ce que ces gens représentent. Et je ne connaissais pas Charlie Kirk, je ne savais pas ce qu'il faisait jusqu'à récemment, mais je ne pense pas que Charlie Kirk, d'après ce que j'ai découvert sur lui, était ce genre de démon. Il voulait que les choses changent. Il a été brillant dès l'âge de 17 ans pour organiser les éléments qui permettraient ce changement, dont l'un, selon lui, était MAGA. Il a probablement autant contribué à l'élection de Trump que n'importe quel autre individu. Mais il commençait à se rendre compte, et Shapiro n'allait pas le dire à l'antenne, il commençait à se rendre compte que l'un des furoncles sur notre derrière, en termes d'empire, c'était Israël et particulièrement Netanyahou. Je ne sais pas ce qu'il pensait de cette affiliation super sioniste, les chrétiens unis pour Israël de John Hagee, les gens en Israël dans une relation absolument incroyable, parce que celui qui est au sommet de sa foi sera détruit par l'autre au sommet de la sienne. Donc ils s'utilisent mutuellement pour provoquer l'Armageddon. Ils s'utilisent l'un l'autre, chacun sachant que l'autre mourra à la fin si leur histoire est vraie. Tu ne peux pas inventer des choses pareilles, Nima. C'est absurde. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Rachel Bycroft l'a dit dans un article il y a à peine 4 ou 5 jours. Elle a dit que l'assassin, dans ce cas, en parlant de la personne qui a tué Charlie Kirk, pensait qu'il tuait le fascisme. D'accord, peut-être qu'il le pensait. Mais son point était que non, il ne tuait pas le fascisme. Il lui ouvrait la porte et déroulait le tapis rouge, ce qui est précisément ce qui se passe maintenant. Nous sommes, sous Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, sur le point de recruter, et nous allons recruter des soldats que nous n'aurions pas pu avoir auparavant. Nous allons probablement réussir à les recruter maintenant, des gens issus de ce milieu-là, c'est-à-dire des nationalistes chrétiens qui veulent prêter serment non pas à la Constitution, mais à Jésus. Ils veulent tout ce qui va avec cela, ce qui signifie une armée qui protège le christianisme en tant que religion nationale de l'Amérique. Nous allons maintenant faire entrer ces personnes dans les rangs. Tout cela fait partie d'un plan. C'est un plan. Trump est trop stupide pour élaborer ce plan. Il ne sait même pas que cela se passe. Ce sont les personnes derrière lui qui font cela, et elles sont en train de réussir en fait. Nous allons maintenant recruter et faire entrer dans les rangs des gens que Hegseth s'est assuré de faire accéder au corps des généraux et des amiraux. Des personnes qui croient à cette théorie, des personnes qui veulent que cela arrive. Donc quand le prochain 6 janvier arrivera, Nima, il y aura des fantassins, il y aura des troupes, il y aura des gens qui se seront entraînés à Memphis, à Chicago, à Washington, à Los Angeles et dans d'autres endroits similaires, et des personnes qui les auront dirigés lors de ces entraînements. Nous allons droit à la catastrophe, Nima, dans ce pays. Larry, je pense que l'une des stratégies, même avec la visite de Rubio en Israël, reste, je ne sais pas si tu as vu Steve Bannon en parler, il croit que le plan au Moyen-Orient reste le changement de régime en Iran. Peu importe. Voici ce qu'il a dit, Larry.
D'accord. Rubio est actuellement au Moyen-Orient, en Israël. Et croyez-moi, mes sources sont irréprochables. Il continue de pousser pour un changement de régime en Iran. Oui, oui, oui. Ne pensez pas que cette affaire est terminée. Loin de là. Exactement. Eh bien, écoutez, Rubio a démontré à quel point il est amateur par le choix du moment de sa visite et la façon dont il s'est fait manipuler par Netanyahou. Il arrive en Israël lundi dernier, le même jour où se tient le sommet de Doha, le sommet arabo-islamique. Et à la fin de ce sommet, ils publient leur communiqué, leur déclaration. Et que fait Netanyahou? Il lance alors ce soir-là l'offensive terrestre totale sur Gaza. Maintenant, pour tous les participants au sommet arabo-islamique, il est facile de conclure que Rubio apportait la permission de Donald Trump pour que Netanyahou agisse ainsi, que cela avait la pleine bénédiction. C'est soit cela montre que les États-Unis sont faibles et impuissants et ne peuvent pas empêcher Israël de faire quoi que ce soit. Mais Rubio, en étant là avec Netanyahou, puis en voyant Netanyahou passer à l'action, finit soit par associer les États-Unis à un soutien total, soit par montrer que les États-Unis sont trop faibles pour l'empêcher. Quoi qu'il en soit, cela ne renforce pas la position de Rubio en tant que diplomate. Je veux dire, la perception qu'on a de lui, c'est qu'il n'est qu'un simple exécutant. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Et je ne doute pas qu'il continue à poursuivre ce fantasme selon lequel il pourrait provoquer un changement de régime en Iran. Mais, vous savez, quand on revient aux négociations initiales sur le JCPOA en 2015, c'est en réalité la Russie qui a proposé la tactique des sanctions snapback, pensant que cela convaincrait l'Occident que l'Iran prendrait au sérieux ses engagements dans le cadre du JCPOA. Ce que la Russie n'avait pas anticipé, c'est que premièrement, les États-Unis s'en retireraient sous Donald Trump, et deuxièmement, que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ne respecteraient pas leur part du marché en levant les sanctions qu'ils avaient pourtant promises. Et donc, nous revenons maintenant à la case départ avec ce retour automatique des sanctions qui va avoir lieu, ce qui signifie que tous les signataires de l'ONU doivent imposer des sanctions à l'Iran. Mais, cette fois, je ne pense pas que cela va se produire, car je pense que la Russie et la Chine vont dire non. Ce n'est pas juste. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils n'ont pas respecté leurs obligations. Et d'après ce que je comprends, Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a clairement indiqué que si les sanctions du snapback entraient en vigueur, alors cet accord avec l'AIEA, le soi-disant accord du Caire, serait mort. Ils n'iront pas plus loin, ce qui, vous savez, je pense, était leur plan depuis le début. Ils doutaient que l'Occident recule. Mais au moins, l'Iran peut prendre la position morale et dire « nous avons essayé ». Iran gets to take the high road and say, we tried. We were willing to allow the negotiations. Nous étions prêts à permettre les négociations, à laisser l'AIEA venir inspecter. Mais c'est l'Occident qui refuse d'accepter l'accord. Par conséquent, ils renforcent leurs relations militaires, à la fois avec la Russie et la Chine. En fait, hier ou avant-hier, le chef d'état-major de l'armée iranienne rencontrait le responsable du secteur de l'énergie, le département de l'énergie, en Russie. Et le responsable russe a conclu en disant « Nous vous encourageons à renforcer votre coopération économique et militaire avec nous. » Il y a donc un nouveau jeu en cours. Et si la Russie, Israël et les États-Unis sont assez stupides pour tenter à nouveau d'attaquer l'Iran, cela pourrait vraiment devenir incontrôlable. La perspective d'une troisième guerre mondiale est réelle. Je suis d'accord avec chaque que Larry a dit. Général, Donald Trump a également évoqué la situation entre la Russie et l'Ukraine lors de son voyage au Royaume-Uni. Voici ce qu'il a dit à propos des sanctions et de la pression exercée sur le secteur de l'énergie, pétrole et gaz, et sur la manière dont cela va les aider.
Si le prix du pétrole baisse, Poutine n'aura pas le choix. Il sera obligé d'abandonner cette guerre. Nima, si le prix du pétrole baisse, les États-Unis vont se retirer parce que la fracturation hydraulique est la principale source de notre pétrole. Et si le prix descend en dessous de 52 ou 53 dollars pour le Brent ou le West Texas Intermediate, on ne peut plus faire de fracturation parce que ce n'est plus rentable. Je te garantis qu'ils ne le feront pas parce que cela leur coûterait de l'argent de produire un baril de pétrole. Trump ne sait pas de quoi il parle. Il est mal conseillé. Il ne sait pas de quoi il parle. Rubio parcourt le monde. Il est censé être le conseiller à la sécurité nationale. Nima, un conseiller à la sécurité nationale, doit être présent 16 à 17 heures par jour. Il doit coordonner le groupe interministériel sur tout ce qui concerne la politique étrangère ou de sécurité, ainsi que la politique économique. Il n'est pas là. Personne ne coordonne quoi que ce soit pour cette administration. Trump joue avec une batte Louisville Slugger en caoutchouc. Il est tout simplement incapable de prendre de bonnes décisions. Il est handicapé d'avance par son propre manque de capacité intellectuelle et de connaissances historiques, ainsi que par toute une série d'autres choses. Mais il n'a personne pour l'aider. Personne ne coordonne le processus de prise de décision. Oui, et je suis d'accord avec le colonel Wilkerson pour lui rendre l'appareil. Mais remarquez que Trump ne comprend pas que les exportations de pétrole représentaient autrefois environ 20 à 25% de l'économie russe. C'était donc une part assez importante de leur économie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cela descend en dessous de 15%. Et la grande majorité de ce pétrole va vers la Chine et l'Inde, qui en ont absolument besoin. Donc, encore une fois, Trump s'est fait vendre des sornettes et n'est pas assez intelligent pour poser les questions qui remettraient en cause ce qu'on lui dit, parce que cela ne va pas provoquer l'effondrement. Et nous avons aussi vu Scott Bessent insister sur le fait que s'il pouvait amener la Chine et l'Inde à arrêter d'acheter du pétrole russe, cela ferait s'effondrer l'économie russe. Je veux dire, Bessent est censé être un type intelligent, mais c'est un commentaire incroyablement stupide de sa part. Et Nima, j'ajouterais autre chose à ce que disait Larry. Les gens ne se rendent tout simplement pas compte de l'immensité de la Russie. Oui, regardez une carte, les amis. Et je dirais que l'Union soviétique n'a exploré qu'environ 5, peut-être 6% du potentiel immense en ressources que possède la Russie. C'est incroyable. Je consultais récemment une analyse qui incluait le plateau arctique. Il y a probablement là-bas d'innombrables réserves de pétrole brut et de méthane. Mais je regardais aussi une analyse sur les minéraux critiques et d'autres ressources réalisées par notre propre armée sur ce qui pourrait exister en Russie. La Russie, c'est les États-Unis en 1783. Disons-le comme ça. Washington regardait l'horizon et il ne regardait même pas encore au-delà du Mississippi à l'époque et disait « Oh, la providence divine nous a tant bénis ». Et c'était vrai. La Russie possède probablement 4 fois plus que ce dont nous avons été bénis, certainement plus que ce dont nous disposons aujourd'hui. Ils ne l'ont tout simplement pas encore exploré. Il y a d'immenses régions de Russie qui n'ont même pas encore été exploitées en termes de ce qu'elles pourraient offrir. Je veux dire, remettons les choses en perspective. Ici, aux États-Unis, nous avons 6 fuseaux horaires. On commence dans le Maine et le 6e fuseau horaire se trouve à Hawaï. La Russie en a encore 5 de plus que cela. Et aucun océan ne s'interpose. Oui, il n'y a pas d'océan qui sépare. Donc je veux dire, on ne se rend vraiment pas compte de l'ampleur de la situation. Et on pense que c'est juste une économie fragile et une société fragile qui peuvent facilement être démantelées.
Et je pense que ce que nous allons découvrir, à notre grand regret, c'est que cette description correspond peut-être davantage aux États-Unis qu'à la Russie. Colonel, voici ce que le roi Charles a dit à Donald Trump. Oh mon Dieu, devons-nous vraiment écouter un monarque? Avons-nous jamais connu une relation aussi étroite en matière de défense, de sécurité et de renseignement? Lors de 2 guerres mondiales, nous avons combattu ensemble pour vaincre les forces de la tyrannie. Aujourd'hui, alors que la tyrannie menace à nouveau l'Europe, nous nous tenons aux côtés de nos alliés pour soutenir l'Ukraine, dissuader l'agression et assurer la paix. Il cherche la confrontation. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il essaie de présenter la Russie comme l'un des principaux ennemis, alors que la Russie a participé à la Seconde Guerre mondiale, en les aidant et en faisant tout le nécessaire. Le gros du travail a été accompli par la Russie, et d'autres personnes aidaient la Russie en arrière-plan. Et l'autre chose qu'a dit l'un de nos invités, Larry le connaît, Alex Cranor, c'est que la Première et la Seconde Guerre mondiale ont toutes deux été déclenchées à cause des Britanniques. Bien sûr qu'il l'était. Quelle est votre compréhension? Que demande-t-il à votre avis avec ce genre de discours de sa part? Vous me demandez à moi ou à Larry? Je vous parle, colonel. Oh, d'accord. Franchement, voir un roi britannique, un monarque, se lever comme ça et lire des propos aussi scandaleux me brise le cœur. Parce que je me décrirais comme un anglophile depuis au moins 25 ou 30 ans. Chaque année à Londres, chaque année avec ma femme dans les îles britanniques, je n'ai même plus envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec eux. En fait, je n'ai plus voulu avoir affaire à eux depuis Tony Blair, ce petit lâche pusillanime qui disait que Saddam Hussein pourrait bombarder Londres en 45 minutes. Et il continue de parcourir le monde, gagnant des millions de dollars, répandant sa sagesse, si on peut appeler ça comme ça. Ils vivent à nos dépens, Nima. Ils vivent à nos dépens. Leur empire s'étend et existe encore grâce à nous. Ils sont notre État vassal. Mais à bien des égards, en ce qui concerne Londres, ils ont autant d'influence sur nous, et je dirais même, à certains égards, plus qu'Israël. Il suffit de regarder la démonstration de cela. Et comment ose-t-il se lever là et parler de personnes meilleures que lui, hommes ou femmes? J'ai vraiment du mal avec ça, Nima. Vraiment. J'ai été un grand admirateur de la Grande-Bretagne. Je ne le suis absolument plus. Et ils ont fait tout cela en une génération. Ils sont passés du statut d'alliés au moins raisonnablement fiable, même s'ils vivaient toujours de notre puissance, à celui d'un petit tyran obséquieux comme le reste du monde, qui nous flatte se tenant dans notre sillage, que ce soit la France, l'Allemagne, où, et je dois le dire rapidement, tous ces pays sont en train de changer de gouvernement. Je dirais qu'en ce moment, Macron est un homme mort en sursis, Starmer est un homme mort en sursis, Scholz sera bientôt un homme mort en sursis, et beaucoup d'autres dirigeants en Europe aussi, à cause de ce qu'ils font. Leurs peuples ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. J'hésite à dire ce qui va suivre et ce qui va arriver à l'Europe quand tout cela commencera à s'effondrer. Quand les gens commenceront à comprendre, vous savez, ce qu'on leur a fait au nom de l'Amérique vraiment, et de la relation transatlantique et de l'OTAN, tout cela va disparaître, et ça va disparaître en un nuage de fumée, je pense. Et alors nous serons là, à nous tordre les mains, en essayant de comprendre quoi faire. Dieu nous préserve que Donald Trump soit encore président quand ce moment arrivera. Je constate simplement qu'il est triste de voir le prince Charles, désormais roi Charles, peu importe, affirmer que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont gagné la Seconde Guerre mondiale et insinuer que d'une certaine manière, les Russes sont les ennemis dans cette histoire.
que nous devons rester vigilants face à leur tyrannie, alors qu'en réalité, c'est la Russie qui a vaincu l'Allemagne nazie. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont aidé. Il ne fait aucun doute que nous avons joué un rôle de soutien important. Mais en aucun cas, nous n'avons affronté l'essentiel de l'armée allemande. Encore une fois, cette façon de passer l'histoire sous silence est typique de ce qui se passe actuellement, où nous nous mentons constamment à nous-mêmes et refusons d'apprécier ou de reconnaître que la Russie a un rôle légitime dans le monde et que l'Occident a été constamment provocateur en cherchant à menacer la Russie. Cela rejoint ce que le colonel Wilkerson disait plus tôt à propos des vastes ressources dont dispose la Russie. C'est cela qui motive l'Occident, en particulier les Européens. Ils doivent mettre la main sur ces ressources parce qu'ils n'en ont pas. Colonel, le désespoir en Europe semble augmenter avec la récente escalade impliquant les drones en Pologne. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, le gouvernement polonais a publié des photos affirmant que des avions de chasse russes avaient attaqué, touché ou bombardé une partie de la Pologne. Plus tard, nous avons appris qu'il s'agissait en réalité d'un avion de chasse polonais qui avait visé ses propres installations. Et aujourd'hui, nous avons appris que le ministère estonien de la Défense a annoncé que 3 chasseurs russes MiG-31 étaient entrés dans l'espace aérien estonien, violant l'espace aérien de l'OTAN pendant plus de 12 minutes. Ils font tout, Larry, pour provoquer une escalade. Ils veulent qu'il se passe quelque chose de grave avant de mettre fin au conflit. Je pense que la situation devient bien plus sérieuse qu'auparavant. Que pensez-vous de ce genre de jeu politique qui pourrait déboucher sur un conflit direct entre l'OTAN et la Russie? Pour moi, oui, Carole. Je reviens à ma théorie de départ, que je n'abandonnerai pas de sitôt. Et c'est que nous essayons d'arrêter ce transfert inexorable du pouvoir de l'Ouest vers l'Est, et nous ne connaissons aucun autre moyen de le faire que la guerre. Nous allons éviter cette possibilité pendant un certain temps. Nous sommes déjà impliqués par procuration tout au long de cet arc de crise, mais nous nous y engagerons pleinement si nous y sommes contraints. Et c'est le groupe de Davos, j'aime l'appeler ainsi. Doug McGregor préfère parler des mondialistes. Moi, je préfère dire le groupe de Davos, le cercle du Forum économique mondial, les JP Morgan, les Rothschild, tous ceux qui ont financé les guerres à travers l'histoire. Leur plan est d'essayer d'arrêter ce déplacement inexorable, au minimum, d'atteindre une sorte de statu quo où la Chine et ses alliés se trouvent d'un côté, représentant rapidement les 2/3 du monde ou plus, et l'Occident de l'autre côté, qui se réduit de plus en plus à la seule portion nord-américaine. Si cela échoue et qu'ils doivent recourir aux armes nucléaires, tant pis, diront-ils. Mais ils utiliseront l'arme nucléaire pour empêcher que cette défaite totale ne se produise. Ce qu'ils ne comprennent pas, et ce que l'histoire crie, c'est que s'ils ne le comprennent pas, ils sont vraiment en danger. Consultez John Mearsheimer à ce sujet. Lui et moi avons eu ce débat, le débat réaliste. Ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir cette guerre monstrueuse qui risque de devenir nucléaire pour assurer la survie de l'Occident, l'Europe et l'Amérique du Nord. Car l'autre camp ne veut pas la guerre. Il est prêt à s'adapter et à coopérer. Il sait qu'il est en train de gagner et il continuera à gagner. C'est inexorable. Mais cela ne signifie pas que c'est un jeu à somme nulle. Cela ne l'a jamais vraiment été, même pas pendant la guerre froide. Mais chaque camp a parfois l'impression, surtout l'Occident aujourd'hui, qu'il doit en faire un jeu à somme nulle. Et nous allons droit dans l'abîme si nous continuons ainsi. Et l'abîme, ce sera la peur nucléaire. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous faisons tout au long de cet arc de crise.
Et regardez la partie sud en ce moment. La partie sud met en avant l'initiative La Ceinture et la Route, ainsi qu'une voie ferrée qui traverse l'Iran, puis remonte vers le nord et finira par créer cette nouvelle route commerciale le long du golfe Persique. Il y en a une qui traverse le nord via la Russie, une autre traverse le centre par l'Asie centrale, celle-ci débouche où? Juste en Ukraine, puis continue vers Berlin et d'autres villes à l'ouest. Tout cela, c'est la Chine, un mastodonte de puissance économique qui s'avance vers l'Occident. C'est cela que nous combattons, c'est cela que nous essayons d'arrêter, et nous ferons tout pour l'arrêter. Et quand je dis nous, je ne parle pas du peuple américain. Ils n'en ont pas la moindre idée. Ils n'ont aucune idée que c'est ce qui se passe. Ce sont les gens dans l'ombre. Ce n'est pas non plus Donald Trump, il est trop stupide. Il n'a aucune notion de l'histoire. Il n'a aucune notion des événements actuels. Il ne possède que ce qu'il peut tweeter à la dernière minute. Donc personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la République. C'est une catastrophe. Et en plus de cela, il y a cette histoire de faussisme qui éclate, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et rien n'illustre cela mieux que ce qui se passe actuellement en réaction à l'assassinat de Charlie Kirk, qui n'aurait jamais imaginé que sa mort mènerait à cela. Oui, oui. Larry, avant de conclure, ce que le colonel vient de dire est très important, parce que Donald Trump a évoqué le retour des États-Unis en Afghanistan. J'ai vu cela. C'est comme s'il avait arrêté ses médicaments ou quelque chose comme ça. D'accord, vas-y. À votre avis, que compte-t-il faire pour affronter la Chine avec cette décision? Oui, je veux dire, c'est insensé. Tu sais, l'Amérique n'arrive pas à battre les Houthis, mais bon sang, on veut s'en prendre aux Chinois. D'accord, il n'y a rien d'autre à ajouter à ça. Et sa justification pour retourner à Bagram, c'est pour qu'on soit assez proche pour bombarder les sites nucléaires chinois. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est là qu'ils fabriquent leurs armes nucléaires. Donc il faut qu'on soit là-bas. C'est comme... Du Pakistani Macy's. Je pense que l'administration Trump est en difficulté. Il va se tourner vers Charlie Kirk, qui deviendra en quelque sorte le Horst Wessel républicain. Donc il deviendra, vous savez, Horst Wessel est devenu le symbole du parti nazi, un martyr. Et vous savez, ils vont essayer de transformer Charlie Kirk en la même chose afin de justifier une répression de la liberté d'expression, de punir les discours de haine. Et le discours de haine sera défini, ce que nous avons dit aujourd'hui à propos d'Israël, sera défini comme un discours de haine. Même si c'est, vous savez, analytiquement vrai, cela serait tout de même considéré comme un discours de haine. Nous entrons donc dans une période vraiment sombre. Merci beaucoup, colonel et Larry. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous deux. Salut, et merci pour une émission aussi inspirante de la part de vous deux, ainsi que du colonel Wilkerson. Cela éclaire un sujet autrement sombre. C'est Praying Shorts de Chivo Crenu. Très bien, on se revoit plus tard. Bye-bye. Au revoir.